En 1885, un enfant de 9 ans avait été mordu 14 fois par un chien enragé. Les médecins lui donnaient 48 heures à vivre. Un seul homme dans le monde entier pouvait encore le sauver. Et cet homme n'était même pas médecin. Partie 1, l'enfance d'un garçon ordinaire. Dole, une petite ville dans le Jura français. On est en 1822. Dans une modeste maison de tanneur, une femme tient dans ses bras un nouveau-né. Elle ne sait pas encore que ce bébé aux yeux clairs va un jour sauver des millions de vies à travers le monde. Il s'appelle Louis Pasteur. Son père, Jean-Joseph, est tanneur. Un homme simple, courageux, qui a combattu pour Napoléon. Un homme qui ne sait pas lire parfaitement, mais qui rêve pour son fils d'un avenir différent. Plus grand, plus lumineux, Louis grandit dans cette odeur de cuir et de travail. Il n'est pas un enfant prodige. Pas vraiment. À l'école, ses professeurs le trouvent correct. Appliqué, pas exceptionnel. Il aime dessiner, et il dessine bien, d'ailleurs. Des portraits de ses parents, de ses amis du village. Des œuvres d'une précision presque troublante pour son âge. Mais quelque chose en lui brûle. Une curiosité, une envie de comprendre, de voir ce que les autres ne voient pas. Son père l'inscrit au collège de Besançon. Louis a 15 ans, c'est loin de chez lui, loin de sa famille. Il souffre du mal du pays avec une intensité bouleversante. Il écrit à ses parents, « Je veux rentrer à la maison ». Mais il reste, il tient, et c'est ce premier combat silencieux, contre lui-même, qui forge l'homme qu'il deviendra. Partie 2, les études, les doutes, la ténacité. Louis Pasteur a 21 ans. Il intègre la prestigieuse École normale supérieure à Paris. Le sésame absolu pour les esprits brillants de France. Mais l'histoire ne commence pas en fanfare. Sa première tentative au concours d'entrée. Il est reçu, 15e sur 22. Pour quelqu'un qui voulait exceller, c'est une humiliation. Un coup de massue. Que fait-il? Il recommence. Il prépare. Il travaille comme un forçat. L'année suivante, il est reçu 4e. Voilà qui est Pasteur, pas un génie foudroyé par l'inspiration, mais un homme qui refuse l'échec avec une obstination presque terrifiante. À Paris, il tombe amoureux de la chimie, de la cristallographie, de ces petits cristaux que l'on observe sous la lumière et qui révèlent les secrets de la matière. Son directeur de thèse, le chimiste Antoine Ballard, le remarque rapidement, ce garçon a quelque chose d'inhabituel. Il voit ce que les autres ratent. En 1847, à seulement 25 ans, Pasteur soutient sa thèse de doctorat. Mais ce n'est qu'un début. Il s'attaque déjà à une question que les plus grands chimistes du monde n'ont pas résolue, la structure des cristaux d'acide tartrique. Ce que Pasteur découvre alors va stupéfier la communauté scientifique mondiale. Il réalise que deux cristaux, identiques en apparence, sont en réalité des images miroirs l'un de l'autre, comme vos deux mains. Et que la vie, elle, n'utilise qu'une seule de ces formes. C'est la naissance de la chimie moléculaire. Un jeune homme de 25 ans. Une découverte qui change la science pour toujours. Partie 3, la fermentation, quand le monde riait de lui. Nous sommes en 1854. Pasteur est nommé doyen de la faculté des sciences de Lille, dans le nord de la France. Une région de brasserie, de distillerie, d'industrie. Des hommes qui gagnent leur vie en fabriquant de la bière, du vin, de l'alcool. Et ces hommes ont un problème, leur cuve tourne mal. Leur production se gâte. Ils perdent des fortunes sans comprendre pourquoi. Pasteur s'y intéresse. Il observe au microscope les liquides en fermentation. Et il voit quelque chose que personne n'avait jamais vu, des micro-organismes. Des créatures invisibles à l'œil nu. Des êtres vivants, infiniment petits. Sa conclusion est révolutionnaire, la fermentation n'est pas une réaction chimique. C'est une activité biologique. Ce sont des êtres vivants qui la produisent. La communauté scientifique éclate de rire. Les chimistes les plus respectés de l'époque, dont le grand Justus von Liebig en Allemagne, le clouent au pilori. Pasteur dit des sottises. La fermentation est de la chimie pure. Pas des petites bêtes imaginaires. Imaginez, vous avez découvert quelque chose de fondamental. Quelque chose qui changera le monde. Et les plus grands experts de votre époque vous traitent d'idiots. Pasteur ne cède pas. Il contre-attaque avec des expériences. Encore. Il publie. Il démontre. Il prouve, les faits contre les mots. Et progressivement, le monde scientifique commence à capituler devant l'évidence. Cette découverte sur la fermentation mène Pasteur vers quelque chose de bien plus grand. Une idée qui va bousculer toute la médecine.
Si de petits êtres vivants causent la fermentation, pourraient-ils aussi causer les maladies? Partie 4. La théorie des germes. La révolution. Au XIXe siècle, les gens meurent en masse. Le choléra, la tuberculose, la fièvre puerpérale, cette maladie mystérieuse qui tue les femmes juste après l'accouchement. Les médecins ne comprennent pas pourquoi. La théorie dominante, l'air mauvais, les miasmes, on pensait que la maladie venait de mauvaises odeurs, de l'air vicié des villes. Pasteur, lui, dit autre chose. Il dit que les maladies sont causées par des microbes, par ces mêmes petits êtres vivants qu'il a observés dans ses cuves de fermentation. Pour prouver cela, il réalise l'une des expériences les plus célèbres de l'histoire des sciences, l'expérience du col de cygne. Il prend un bouillon de culture. Il le chauffe, pour tuer tous les microbes. Puis il le place dans un flacon au col recourbé comme un cou de cygne. L'air peut entrer, mais les poussières, les microbes, ne peuvent pas descendre. Résultat, le bouillon reste pur. Pour des mois, des années, puis il casse le col. En quelques heures, le bouillon se trouble. Les microbes envahissent tout. La preuve est là, implacable. La vie ne naît pas spontanément. Les maladies viennent de l'extérieur. Elles se transmettent. C'est la théorie des germes. Et elle va tout changer. Mais Pasteur ne s'arrête pas là. Il va plus loin, beaucoup plus loin. Partie 5. La pasteurisation. Sauver des millions de vies. Napoléon III lui-même demande à Pasteur de résoudre un problème qui coûte des millions à l'économie française, les vins et les bières qui se gâtent. Pasteur observe, analyse, comprend. Il propose une solution d'une élégance remarquable, chauffer le liquide à une température précise, pas trop fort pour ne pas altérer le goût, juste assez pour tuer les micro-organismes responsables de l'altération. Nous appelons cela aujourd'hui la pasteurisation. Vous avez bu du lait ce matin. Vous avez bu du jus de fruits. Vous avez mangé un yaourt. Ce que vous avez dans les mains porte l'empreinte invisible de cet homme. Chaque année, la pasteurisation sauve des centaines de milliers de vies à travers le monde. En empêchant la transmission de la tuberculose bovine, de la listériose, de la salmonelle. Un homme, une découverte, des millions de survivants qui ne le sauront jamais. Partie 6, l'accident, la paralysie, et le courage. Pasteur a 45 ans, il est au sommet de sa gloire. Le monde entier parle de lui. Et puis la vie frappe. Un soir, il ressent une douleur foudroyante dans la tête. Un AVC, une attaque cérébrale violente qui le laisse partiellement paralysé du côté gauche. Son bras gauche ne répondra plus jamais vraiment. Sa jambe gauche traîne. Il parle avec difficulté. Les médecins lui conseillent de se reposer, d'arrêter, de profiter de ce qu'il a déjà accompli. Pasteur les regarde et répond « Je regrette de mourir, j'aurais voulu faire encore beaucoup plus pour mon pays. » Il ne s'arrête pas, il reprend le travail depuis son lit, puis depuis une chaise, puis debout, avec une canne, boitant, voûté, mais debout. Sa femme, Marie-Anne, qu'il a toujours soutenue dans l'ombre avec une dévotion absolue, est à ses côtés chaque jour. Elle prend ses notes quand sa main ne peut plus écrire. Elle lit pour lui quand ses yeux fatiguent. Cet homme brisé physiquement va encore accomplir les plus grandes œuvres de sa vie. Partie 7. Les vaccins. L'idée géniale. Pasteur avait lu les travaux d'un médecin anglais du siècle précédent, Edward Jenner, qui avait découvert le vaccin contre la variole en utilisant la vaccine, une maladie similaire mais inoffensive pour l'homme. L'idée était là, en germe dans l'histoire. Pasteur va la transformer en principe universel. Son raisonnement, si on inocule à un animal une forme affaiblie d'un microbe, un microbe trop faible pour tuer, mais assez présent pour alerter le système immunitaire, alors l'animal devient capable de se défendre contre la forme mortelle. Il teste d'abord sur le choléra des poules. Par accident, une culture trop ancienne, trop affaiblie, il découvre que des poules vaccinées avec cette vieille souche survivent à une injection mortelle. Le principe de la vaccination venait d'être compris. Mais c'est avec la maladie du charbon que Pasteur va forcer le monde entier à ouvrir les yeux. Partie 8. La démonstration de POUILLYLEFORT. Pouilly-le-Fort, un champ en Île-de-France. Devant des journalistes, des scientifiques, des sceptiques venus de toute l'Europe, Pasteur propose un défi public. 60 moutons, 60 têtes baissées dans un pré. Groupe 1h25 moutons vaccinés contre l'anthrax, puis infectés avec une dose mortelle. Groupe 2h25 moutons non vaccinés, infectés avec la même dose mortelle. Groupe 3h10 moutons témoins,
non vacciné, non infecté. Les journaux ricanènent. Ses adversaires scientifiques parient sur son échec. C'est de la folie, disent-ils. Un charlatan qui se ridiculise. 2 jours après l'injection mortelle, les 25 moutons vaccinés sont vivants. En bonne santé, les 25 moutons non vaccinés sont morts. Tous, le public est sous le choc. La presse mondiale reprend l'histoire. Les sceptiques se taisent. Pasteur, boitant, appuyé sur sa canne, les larmes aux yeux, regarde ces moutons vivants. Il sait ce que ça signifie pour l'humanité. Partie 9, Joseph Mester, le miracle de la rage. Et maintenant, nous revenons là où notre histoire a commencé. 6 juillet 1885. Une mère frappe à la porte du laboratoire de Pasteur à Paris. Elle tient par la main son fils de 9 ans, Joseph Mester. L'enfant pleure. Son corps est couvert de plaies. Il a été mordu 14 fois 2 jours plus tôt par un chien enragé. La rage, une maladie sans remède, un arrêt de mort. Pasteur connaît les travaux qu'il a menés en secret sur cette maladie. Il a mis au point un vaccin. Il a sauvé des dizaines de chiens avec. Mais il n'a jamais testé sur un être humain. Et lui-même n'est pas médecin. Il ne peut pas légalement pratiquer ce vaccin. Il consulte en urgence 2 médecins. Il regarde l'enfant. Il regarde les plaies. Il déclare, sans traitement, cet enfant mourra dans les 2 semaines. Pasteur hésite. Cette nuit-là, il ne dort pas. Il tourne dans son laboratoire. Il relit ses notes. Ses mains tremblent, pas à cause de la paralysie, mais à cause de la peur. Et si ça ne marchait pas? Et si l'enfant mourait à cause de lui? Le lendemain matin, il prend sa décision. Pendant 10 jours, il inocule à Joseph Mester une série de vaccins progressivement plus forts. Des doses préparées à partir de moelles, épinières de lapins infectés, puis séchées pour affaiblir le virus. L'enfant grince des dents. Pasteur ne dort plus. Il s'assoit au bord du lit de l'enfant la nuit. Il surveille. Il guette le moindre signe de fièvre, de convulsion. Et puis, Joseph Mester ouvre les yeux. Il sourit. Il mange. Il joue. L'enfant est vivant. Pasteur pleure. Pour la première fois depuis longtemps, il pleure de joie. Sa femme Marie-Anne, elle aussi, sanglote dans ses bras. La rage, cette maladie qui terrorisait l'humanité depuis des millénaires, venait d'être vaincue. Partie 10, l'héritage, c'est eux qui l'a changé pour toujours. Après Joseph Mester, des centaines de patients du monde entier se pressent au laboratoire de Pasteur. Des Américains, des Russes, des Africains. Des gens qui ont traversé des océans pour voir cet homme. En 1888, l'Institut Pasteur est fondé à Paris, grâce à une souscription mondiale. Des dons viennent de partout. Du tsar de Russie, du président des États-Unis, de simples citoyens. Ce laboratoire est toujours debout aujourd'hui. Et il sauve encore des vies. Laissez-moi vous dire ce que Louis Pasteur a changé. Avant lui, les médecins opéraient sans se laver les mains. Les infections post-opératoires tuaient la moitié des patients. Les maternités étaient des mouroirs. Après lui, la stérilisation, l'asepsie, la compréhension que les infections se transmettent. Un chirurgien comme Joseph Lister, directement inspiré par Pasteur, révolutionne la chirurgie. Les hôpitaux deviennent des lieux où l'on guérit, pas où l'on meurt. Avant lui, aucun vaccin n'avait de base scientifique comprise. Après lui, le vaccin contre le choléra, la typhoïde, la diphtérie, la polio, la rougeole. Chacun construit sur les principes qu'il a posés. Voix plus intime, on estime que les découvertes de Pasteur ont sauvé, directement ou indirectement, plus d'1 milliard de vies depuis le 19e siècle. 1 milliard. Partie 11, la fin d'une vie. Louis Pasteur passe ses dernières années dans sa villa de Villeneuve-l'Étang, près de Paris. Il est épuisé, affaibli par une série d'accidents vasculaires. Mais serein, des étudiants, des scientifiques, des hommes d'État viennent lui rendre hommage. Il les reçoit avec simplicité. Il parle encore de science, de ce qu'il reste à découvrir. Le 28 septembre 1895, à l'âge de 72 ans, Louis Pasteur s'éteint doucement, entouré de sa famille. Ses derniers mots, dit-on, furent ceux d'un homme qui a tout donné. Je regrette de ne pas avoir pu faire davantage. La France entière pleure. Il est inhumé à l'Institut Pasteur, dans une crypte ornée de mosaïques dorées. Non pas dans un cimetière comme un homme ordinaire, mais dans la maison qu'il a construite. Dans son laboratoire, au milieu de sa vie. Conclusion, la leçon d'une vie.
Louis Pasteur n'était pas un génie né avec des dons que nous n'avons pas. Il était un fils de tanneur. Un élève moyen, un homme frappé par la maladie, par la paralysie, par la mort de 3 de ses 5 enfants emportés par la typhoïde, cette même maladie qu'il combattrait toute sa vie. Il était un homme qui refusait de baisser les bras. Quand le monde riait de lui, il expérimentait. Quand son corps lâchait, son esprit tenait. Quand la peur le paralysait, il agissait quand même. Chaque fois que vous buvez un verre de lait sans tomber malade. Chaque fois qu'un enfant reçoit un vaccin et grandit en bonne santé. Chaque fois qu'un chirurgien se lave les mains avant d'opérer. C'est Pasteur. C'est son héritage. C'est sa victoire. Et la prochaine fois que vous faites face à un obstacle qui semble insurmontable, rappelez-vous de ce fils de tanneur du Jura qui a changé le destin de l'humanité. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il n'a jamais arrêté. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez que ces héros de l'histoire méritent d'être connus, alors vous savez quoi faire. Abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je raconte l'histoire d'un homme ou d'une femme qui a changé le monde, souvent dans l'ombre, souvent contre tous. Laissez un commentaire, quelle découverte de Pasteur vous a le plus surpris. Je lis chaque message, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être inspiré aujourd'hui. À bientôt, et n'oubliez jamais, les grandes vies commencent souvent dans les endroits les plus ordinaires.